dans les dernières élections locales, on peut en déduire certaines choses. Est-ce que le Parti socialiste représente encore les classes populaires en France? Est-ce que ce qu'on appelle les gays sont juste déterminés par leur pratique sexuelle, ou est-ce que ce n'est pas aussi une sous-catégorie de la bourgeoisie, de ces nouvelles bourgeoisies du tertiaire, de la com, de ces bourgeoisies mondialisées? Est-ce que leur promotion n'est pas aussi une promotion d'idéologie de type mondialisto-capitaliste, tu vois, et habillée en lutte émancipatrice de communautés sexuelles sur le vieux modèle libertaire 68? Toutes ces questions que je pose sont absolument pertinentes et subversives, puisqu'on m'empêche de les poser, et que systématiquement, les petits spécialistes de ce genre de manipulation, ce qu'on appelle le communautarisme victimaire, etc., crient homophobe pour m'empêcher de parler. Or, j'ai bien dit que le débat n'était absolument pas là. J'en ai rien à foutre du mariage homosexuel. C'est un combat d'arrière-garde, je m'en fous, je sais même pas si je suis pour ou contre. Je pense que ce n'est pas un débat très intéressant, et que c'est pas ça les enjeux de la société française de demain. Ce n'est pas là qu'il y a des risques, c'est pas là qu'il y a des combats à mener, c'est pas ça qui va faire péter la société française demain. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des petits acteurs homosexuels, enfin gays, c'est-à-dire des militants gays, beaucoup mis en avant par les médias, qui nous disent en gros, nous luttons contre la réaction de la vieille France, on va dire catholique, tu sais, l'espèce de blabla à la Arabal qui était valable en Espagne avant la chute du franquisme. Ça ne correspond pas à la situation française. Les trois quarts des Français moyens n'ont rien à foutre de la question homosexuelle, ne sont pas du tout homophobes, ils s'en foutent, chacun fait ce qu'il veut dans la sphère privée, on fait ce qu'on veut avec son sexe, il n'y a pas de problème à ce niveau-là tellement en France, il n'y a pas de discrimination des homosexuels à l'embauche ou à l'habitat, c'est pas vrai. La discrimination se fait plutôt sur le niveau de vie et sur la feuille de paye. Hein. Entre un couple d'homosexuels sans enfants qui gagnent chacun 40 000 balles par mois, quelqu'un qui veut louer un appartement choisira ça plutôt qu'un maghrébin ou un type en CDD. On le sait très bien tout ça. Donc, il y a une énorme malhonnêteté, une énorme bêtise. Et derrière, il y a des petits groupes de petits malins qui essayent de simplement gagner de l'argent, c'est tout. Et il n'y a pas grand-chose à voir entre les homosexuels comme catégorie, on va dire, affective et sexuelle, et ce qu'on appelle le lobby gay. Ça n'a rien à voir. Il y a aussi peu de rapport entre ça qu'entre, on va dire, les Français d'origine juive et le lobby sioniste. C'est à peu près pareil. On voit bien que c'est pas strictement identifiable. Et ceux qui veulent identifier les deux, crée de la violence et du mensonge, et à terme crée de l'homophobie ou de l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'il crée une image extrême qui effectivement à un moment donné est réversible, se retourne. Une image d'agresseur, de menteur, de mauvais citoyen. Hein, Donc, je refuse de rentrer dans ce pseudo-débat et je refuse de tomber dans ce piège, c'est tout. Je refuse de tomber dedans. Donc ça, le débat sur le mariage homosexuel, c'est un débat de seconde zone pour Noël Mamère. Alors après, il faut demander à Noël Mamère pourquoi il s'est mis là-dedans. Parce qu'il sait que c'est un truc où il va être médiatisé, où il ne prendra pas de coups, c'est pas un sujet sérieux. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus sérieux de s'attaquer au grand capital ou de défendre les Palestiniens. Il le sait très bien parce qu'il a tenté. En tant qu'homme de gauche, il a tenté ces combats. Et il sait très bien que ça marginalise de réellement lutter contre le capital ou de réellement lutter contre le sionisme. Les deux combats d'ailleurs parfois se rejoignent. Il sait très bien que ça, il y a des coups à prendre. Le mariage de Bègle, il fait la couverture de Paris Match, et puis c'est de la rigolade, et tout le monde rigole, tu vois, c'est de la rigolade. Je veux dire, c'est pas sérieux. Quoi ? Oui, il y a des voix à prendre, mais s'il y a un peu à politique, c'est-à-dire qu'il faut ne plus faire de politique pour pouvoir avoir un avenir politique en France, n'être plus qu'un animateur culturel de seconde zone, là, à terme, on voit bien que ça disqualifie la classe politique. C'est-à-dire que Noël Mamère, pour sauver sa carrière politique, a envoyé des signaux, on va dire, aux décideurs et des signaux subliminaux pour dire je ne suis pas un politique sérieux, donc continuez à me promouvoir et à me faire confiance. C'est ça le fond du débat, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir avoir un avenir politique, il faut bien démontrer qu'on n'est absolument pas sérieux politiquement. Et je me demande même si cette critique ne va pas jusqu'à Sarkozy. Hein, s'il faut monter dans des Canadair, aller dans les banlieues, c'est-à-dire faire de l'animation, faire de l'image, et puis à un moment donné, on voit au niveau des décisions, à part nous coller des radars partout pour finalement ponctionner les classes moyennes françaises, faire du chiffre, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Où sont les modifications sérieuse et profonde. Or, à un moment donné, il faudra bien qu'on arrive aux vrais problèmes de structure, à régler les vraies contradictions de la France, les problèmes de la dette, les problèmes des bastions syndicaux, les problèmes d'une droite du capital radicalisée. Tu vois, c'est le problème qu'en France, aujourd'hui, il n'y a pas de consensus. Après, c'est peut-être lié au fait qu'être politique, c'est deux capacités qui n'ont rien à voir, quoi. C'est-à-dire accéder au pouvoir et savoir gouverner. Et peut-être que tous ces gens-là, comme ma mère ou Sarkozy, ont cette capacité d'accéder au pouvoir, ils sont charismatiques, ils ont des bons instituts de sondage, et qu'au moment où ils ont la capacité de gouverner, ils n'ont pas
pas la capacité qu'avait par exemple De Gaulle. Enfin, je sais que tu aimes bien De Gaulle, mais je pense que c'est un peu... Aujourd'hui, on voit que pour accéder au pouvoir, il faut avoir déjà démontré à ceux finalement qui ont le pouvoir de t'y faire accéder ou de t'empêcher d'y accéder, il faut que tu aies démontré que tu n'avais l'intention de ne rien faire de sérieux. Or, aujourd'hui, le sérieux, c'est une catégorie qui revient toujours au bout d'un moment. Il y a Kluskar, qui est ce grand philosophe dont je te parle au début, cette catégorie, c'est le frivole et le sérieux. C'est des catégories philosophiques très profondes. Il y a... tout ça existe, le mariage gay, le rap, ça, mais est-ce que c'est sérieux ? Il y a des niveaux de sérieux, tu vois, par rapport à des lois qui sont vraiment sérieuses. Les lois du capital, c'est sérieux. Aujourd'hui, la montée des communautarismes, c'est quand même assez sérieux. La disparition, par exemple, du catholicisme, c'est assez sérieux, tu vois. On était des sociétés qui fonctionnaient sur le catholicisme. Le catholicisme est en train de s'effondrer totalement. Et c'est pas la communication médiatique de Jean-Paul II qui peut quelque chose. On voit les vocations, la déshérence dans les églises et le fait que les gens qui vont à la messe ne savent même plus pourquoi ils y vont, en gros, et qui comprennent plus le message chrétien, même si, ça, c'est une réalité, tu vois. Or, on est une société qui a vécu au moins un millénaire sur les valeurs chrétiennes et qui, en 50 ans, après 2 siècles on en a sapé les fondements depuis la Révolution française, là c'est réellement en train de disparaître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens ne croient plus en Dieu, ne sont plus vraiment chrétiens, ils sont plus sur les droits de l'homme, ils font d'ailleurs pas toujours le rapport entre les deux. Ça c'est des sujets sérieux, tu vois. Or, c'est des sujets qu'il ne faut surtout pas traiter si tu veux pas avoir d'ennui et si tu veux pouvoir être invité dans les médias. Moi, j'ai un gros problème de boycott des médias, tu le sais aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que j'ai pas renoncé au sérieux, d'une certaine manière. Si j'avais continué à parler du dragueur, à faire de la critique beaufesque du féminisme, c'est des pièges et des perches qu'on m'a souvent entendu, je peux te dire que je serais le roi des médias. Mais j'ai essayé de continuer à être à la fois pédagogique, sérieux et grand public, parce que c'est pas opposé, hein, sérieux et grand public, et je me suis retrouvé marginalisé, tu vois. Et j'ai compris que la réaction de Noël Mamère, il a fait la même analyse que moi, il s'est dit, il faut à tout prix que je revienne dans le circuit, et il a dit, le mariage gay, une bonne bouffonnerie comme ça, je vais revenir. Je demande aux gens de se poser la question d'une société où pour être, entre guillemets, à nouveau médiatisé en tant que politique, il faut avoir démontré qu'on n'avait aucune envergure politique. Voilà. Justement, par rapport à ça, moi, une fois où je t'ai entendu sur RMC, j'avais beaucoup apprécié ta réflexion par rapport au fait qu'on te demandait ton point de vue sur la campagne américaine, si tu étais pour Bush ou pour Kerry, et tu avais répondu à juste titre que c'était, ça n'avait pas d'intérêt à savoir si t'étais pour Bush ou pour Kerry. J'ai quand même annoncé, comme tu l'as remarqué, que Bush était sûr d'être réélu, puisque Kerry plaisait à toutes les gauches du monde entier, en dehors des États-Unis, tu vois, qu'il fallait bien comprendre que si Kerry était le meilleur président des États-Unis pour les Français, c'était sûr qu'il allait perdre, parce que les Américains n'ont pas objectivement les mêmes intérêts que les Français aujourd'hui, et que la politique délirante de Bush pour nous est absolument pas délirante du point de vue de l'Amérique, compte tenu de la crise américaine réelle. Et là j'engage les gens à lire non seulement mes bouquins mais ceux d'Emmanuel Todd, et je pense que du point de vue américain, la stratégie de Bush est dangereuse mais absolument pas délirante, de même que la stratégie de Staline dans les années 30, 40 et 50 nous paraît délirante d'un point de vue d'imbécile occidental aujourd'hui, mais du point de vue strictement russe, compte tenu de sa situation intérieure et extérieure, était totalement cohérente et même diablement efficace. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça que je veux que les gens comprennent, c'est que ça rejoint ma notion de point de vue. C'est qu'il faut comprendre que du point de vue français, Bush était peut-être un gros con, mais du point de vue américain, il y a une vraie stratégie derrière qui n'est pas bête et qui d'ailleurs pas la sienne. Lui, c'est jamais c'est l'acteur qui lit le texte, c'est un peu comme De Caunes à l'époque de Nulle part ailleurs, c'est pas lui qui écrit le texte, il a derrière, ce qu'il faut voir c'est qui est derrière Bush. Et par rapport à ça, moi, dans les médias, j'ai souvent l'impression qu'on met beaucoup d'énergie à dénoncer ce qui dépend pas de nous, et ce qui dépendrait de nous, on le met pas trop en valeur, c'est-à-dire qu'on a beaucoup cassé Bush, mais Chirac, semble être indemne, et on met très peu en valeur toutes ces affaires judiciaires et le fait qu'il n'y ait ni de crédit politique parce qu'il a été élu avec très très peu de voix, ou du fait qu'il a été baigné dans beaucoup d'affaires et que ces seconds comme Juppé ont été inculpés. Et donc j'ai l'impression que c'est le mode de fonctionnement des médias actuels, c'est-à-dire on dénonce la guerre en Irak, on dénonce Bush, on dénonce Enron, mais ce qu'on pourrait changer par notre action, justement on ne le dénonce pas. Oui, ton analyse est une analyse de bon sens. Tu te doutes bien que les gens qui ont le pouvoir aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui ont le pouvoir, dans une période de crise radicalisée où ils ont du mal à donner aux gens ce que les gens aimeraient qu'on leur donne pour continuer à penser que leurs élites sont des élites légitimes, on est dans une société, on est dans une situation, si tu veux, objectivement brutale. C'est-à-dire que les politiques étaient généreux et donc les médias un peu ouverts dans les années 70, parce que c'était les 30 glorieuses, parce qu'il y avait un très fort taux de croissance. On peut discuter, quand tout va bien, on peut débattre. Quand ça va beaucoup moins bien, le débat se durcit. Et en fait, aujourd'hui, le débat s'est rétréci à mesure que la crise s'aggravait. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société en fait très dure en France parce que ça va très mal. Et il ne faut pas que les gens se rendent trop compte que ça va mal. Il faut qu'ils pensent que ça va mal pour des raisons
autres que celles qui sont objectives, que ça va mal à cause de raisons externes, que finalement ça n'a rien à voir avec le personnel politique, avec, tu vois, il faut extérioriser le problème, le déplacer, etc. En fait, nous sommes dans une période de crise assez grave par rapport à des périodes où elle l'était moins, et donc des périodes où la liberté d'expression se réduit, où les manipulations se durcissent, et effectivement, comparé à des époques comme les années 60-70, ça va plus mal de ce point de vue-là, de la liberté du ton, etc. Et on assiste à des choses bizarres, notamment le repositionnement progressif de Charlie Hebdo, qui était un journal libertaire de gauche qui devient carrément qui est sur la même ligne que Bayrou et que Giscard, oui, nul à chier, oui. Et puis surtout qu'il n'y a pas de médias qui prennent la place de ces médias-là. C'est-à-dire que tout le monde se dit c'est bizarre que Libé est au bout du rouleau, on le sait, ils vendent plus rien et ils méritent de ne plus être lus. Tu vois, la gauche Rothschild, c'est bon, quoi. On part de mai 68 pour arriver à la gauche Rothschild. Charlie Hebdo, pareil. Or, il n'y a pas de médias qui prennent la place. Normalement, il devrait y avoir un renouvellement. Alors pourquoi il n'y a pas de renouvellement? Parce que c'est le capital qui permet ce renouvellement en dernière instance. Parce que sans pub, il n'y a pas de journalisme viable. Or, la pub empêche ce renouvellement. Parce que la pub et le capital, c'est la même chose. Or, aujourd'hui, on voit bien donc qu'il y a un désir, une volonté de débat, d'information que les médias ne remplissent plus, et que il y a le créneau. Donc normalement la société marchande devrait dire il y a le créneau, donc on va créer. Mais comme ces nouveaux médias seraient réellement subversifs par rapport au pouvoir et à la crise, et bien finalement les pouvoirs d'argent empêchent la création. Donc finalement on est dans une société française qui est très sclérosée, où des médias prescripteurs comme Libé sont de moins en moins légitimes parce qu'ils vendent 140 000 par jour, c'est-à-dire rien, tu vois ce que je veux dire, de plus en plus loin de leur cible naturelle et de leur promesse d'origine, et on dit que ces journaux devraient disparaître et être remplacés par d'autres. Or il n'y a pas de renouvellement, donc ça pue la mort, tu vois ce que je veux dire. Ouais, en même temps, par rapport à ça, moi je me suis toujours demandé si le centralisme jacobin a fait que justement il empêchait ce renouvellement des médias et qui faisait que les médias fonctionnent quand même par réseau, et c'est vrai que pour avoir les crédits et l'argent nécessaire pour monter un nouveau journal qui soit suffisamment diffusé, à part aller à Paris, c'est quand même plus difficile de monter. Le centralisme jacobin n'a quand même pas empêché Charlie Hebdo, justement, Harakiri, Libé à l'époque. Je crois que c'est pas l'explication. Hein. Je crois que c'est qu'aujourd'hui l'oligarchie qui est au pouvoir en France est dans une société, a conscience qu'on est dans une société de crise, une période dangereuse, et qui ils veulent garder le contrôle à tout prix, et ils gardent le contrôle par la manipulation, une manipulation qui est de plus en plus brutale et de plus en plus caricaturale. Et ça ressemble de plus en plus, regarde, tu remarques que au journal télévisé, que ce soit celui de la 1 ou de la 2, il y a pratiquement plus de sujets sérieux, on ne parle que de consommation. Il suffit qu'il y ait un avion qui s'écrase avec 0 mort pour qu'on en parle pendant 15 jours, avant ça durait 10 minutes, on ne parle pratiquement plus de politique, pratiquement plus d'économie, pratiquement pas de politique étrangère, et quand on parle de politique étrangère, c'est que pour mentir. C'est-à-dire que aujourd'hui, on sait à peu près, on a une approche de la complexité de la réalité aujourd'hui par Internet. Les médias aujourd'hui sont cessés de faire leur travail, c'est une évidence, et tous les gens pas trop bêtes le savent, mais les médias du Nord se disent, bon ben on garde le contrôle sur les abrutis. Mais aujourd'hui, le journal télévisé, le contenu, c'est la polémique sur le jour d'ouverture des soldes, c'est à peu près ça. Hein. Après, c'est peut-être lié aussi au fait que l'actionnaire principal de TF1, par exemple, c'est Bouygues, et que... La 2, c'est pareil. Et le journal le moins con, c'est le journal de la 3, parce qu'il y a peut-être encore une histoire du syndicalisme journalistique c'est des vieux bastions un peu comme ça qui est politisé. Mais mais c'est valable. Après, comment tu expliques que la 2 fasse le jeu du marché et fasse le jeu de la consommation? C'est là où je reviens à la naïveté de Bourdieu sur son livre sur la télé, tu vois. Si tu fais une analyse en termes de pouvoir, de capital, et tu as compris la médiocrité des médias, le silence des journalistes, tu vois, comment se fait la il n'y a rien de moins démocratique que les médias, puisque tout se fait verticalement. Celui qui a l'argent achète le média, il nomme un patron qui après choisit les employés, et le patron rend compte à l'actionnaire et décide de la vie et de la mort de ses employés. Je vois pas où il y a de la démocratie dans les médias. C'est-à-dire quand un journaliste te parle de son droit ou de son devoir de s'informer et se drape dans sa dignité et nous la joue j'accuse d'Émile Zola, j'ai eu la carte de presse, je suis journaliste, qu'on ne nous prenne pas pour des imbéciles. Je veux dire, un journaliste, c'est un journalier agricole. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de un journaliste fait là où on lui dit de faire, et s'il veut travailler, c'est entièrement sous contrôle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune liberté du journaliste, sauf si tu fais ton petit site internet, tu écris ce que tu veux, et puis vient le lire qui veut. Mais t'imagines bien que pour publier un article dans Le Monde ou dans Libé, il faut que tu passes par les fourches codines du pouvoir politico
politico-capitalisto-communautaro-médiatique, et je peux te dire que le ménage est fait de manière scientifique et qu'à l'arrivée, il ne reste rien. Enfin, aucun journaliste aujourd'hui ne peut prétendre, journaliste officiel ne peut prétendre au statut d'honnête homme. Hein, il faut qu'il y ait... Aucun, c'est clair. Je sais pas si c'est aussi direct, mais tu vois, par exemple, moi j'ai un ami qui a fait Sciences Po, qui est à Sud-Ouest, à chaque fois qu'il a quelque chose, une ligne éditoriale qui est différente de ce que attend en Sud-Ouest, comment dire, il y a moins, on reconnaît moins son enthousiasme, mais on lui dit plutôt attends un peu pour ce type de sujet. C'est moins direct, c'est plus en douceur. Il ne fait pas virer tout de suite. Et genre quand il sent qu'il se fait un peu virer, il rentre plutôt dans la ligne de conduite du journal. Et donc il y a des gens qui font tellement ça depuis tellement longtemps qu'ils font plus que ça. Et moi je peux te dire, parmi les gens que je connais dans les médias, je connais, puisque je suis de la génération des types qui aujourd'hui ont le pouvoir, tu vois, qui sont tous des petits sciences potards de 40 balais. Aujourd'hui, à force de dire, tu sais, c'est la théorie de Lorenzo, je fais de l'entrisme, je fais ça mais je n'en pense pas moins, et tu verras plus tard, quand j'aurai le pouvoir, ça va chier des bulles. Ils m'ont tous dit ça en privé, et petit à petit ils se sont habitués au confort et aux privilèges de caste, et c'est fini. C'est-à-dire qu'ils se sont tous des collabos, je veux dire, il n'y a pas de problème, tu vois, aujourd'hui, il n'y a pas, d'ailleurs tu verras, combien d'éditorialistes des médias en France, toutes tendances confondues, a fait campagne pour le oui à pour le non à la Constitution? Je crois 1%. C'est le mec de Politis, je crois, c'est tout. Et ça, ils ont du mal à vendre. C'est-à-dire que 55% des Français ont voté non, 100% des animateurs culturels officiels leur ont dit de voter oui. T'as vu où on en est aujourd'hui? C'est tout, point. Quoi, voilà. Et c'était pas comme ça il y a 10 ans, ni il y a 20 ans. Et comme on est arrivé à 100%, on est à la veille de quelque chose de l'ordre de la catastrophe, parce que là, le totalitarisme, on le vit pleinement en France, hein, ce totalitarisme mou à la George Orwell, qui est beaucoup plus insidieux que le totalitarisme russe, qui était très facilement identifiable. La propagande, c'est facilement identifiable. Mais les médias, tu vois, la propagande occidentalo, tu vois, moderne, elle est très subtile, elle est beaucoup plus dure à détecter, tu vois, et elle est implacable aujourd'hui. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio 103, c'était la deuxième diffusion de l'entretien que j'ai eu avec le sociologue Alain Soral. J'espère que vous avez été attentifs et que ça vous a intéressé. Et je vais vous laisser, je vous retrouve mardi prochain pour une autre émission de Nafara Social Club. Et portez-vous bien et à très vite.